Donc bienvenue, merci de participer à ce webinaire consacré à comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre stratégie SEO, un sujet d'actualité. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité en parler avec vous aujourd'hui. Donc avec vous aujourd'hui, pour ma part, Naïma Brahimi, je suis directrice du pôle marketing chez Adimeo et je suis accompagnée aujourd'hui de Laetitia Ligo, qui est chef de projet marketing donc au sein de mon équipe. Un petit mot rapide avant de nous lancer dans le vif du sujet sur notre agence. Donc Adimeo, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe dédié au digital et à faire du digital le levier de votre croissance. Donc, on accompagne en fait nos clients à chaque étape de leur transformation digitale avec de nouveaux outils, la mise en place de nouvelles organisations, de nouvelles techniques et aussi pour instaurer de nouveaux dialogues avec leurs utilisateurs et leurs consommateurs. En bref, on crée des expériences digitales uniques et performantes pour pouvoir aider nos clients à faire du digital le levier de leur croissance. Nous sommes structurés autour de 4 expertises. Donc, le conseil et la stratégie qui permet vraiment, à travers des audits, des études, de venir définir la stratégie et la trajectoire digitale de nos clients. On a ensuite un studio qui regroupe nos expertises design et innovation, qui là va venir designer les interfaces sur lesquelles nos clients vont pouvoir évoluer, donc avec du design thinking, du prototypage et des tests utilisateurs. On a ensuite des pôles de production technique qui permettent donc de mettre tout ça en musique, donc de développer soit des sites internet, des applications métiers ou des intranets par exemple. Et puis nous, au marketing, on travaille donc sur différentes verticales, notamment le contenu et le SEO qui vont être au cœur du webinaire d'aujourd'hui, et puis d'autres sujets de paye, d'acquisition payante, de web performance ou encore de CRM. Voilà pour la petite introduction. Au programme du coup de notre webinaire aujourd'hui, on va faire d'abord un premier point sur ces nouveautés SEO et puis les impacts que ces nouveautés SEO liées à l'IA peuvent avoir sur votre stratégie et puis aussi sur votre stratégie de demain. On aura ensuite, Laetitia vous présentera 5 astuces pratiques pour tout simplement tirer le meilleur de l'IA dans votre stratégie SEO et donc préparer aussi l'année prochaine. Et puis, on finira avec quelques retours d'expérience, études de cas et exemples concrets pour vous donner aussi un petit peu plus de billes sur nous, ce qu'on a pu constater aussi avec nos clients via ces nouveautés SEO liées à l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, ça va être vraiment de venir comprendre les impacts que l'intelligence artificielle a sur le SEO et notamment la production de contenu, et puis aussi vous donner les clés pour vous préparer pour demain. Et donc, le webinaire tombe à pic, puisqu'hier, on fêtait les 1 an de ChatGPT, dont on va évidemment beaucoup reparler dans ce webinaire, mais pas que, évidemment. Donc, un petit point... Alors, il y a un petit décalage. Un petit point sur les nouveautés SEO liées à l'IA et leurs impacts. Commençons par quelques chiffres pour introduire le sujet. Donc, je pense que tout le monde a sur les lèvres les sujets de l'IA, le nom de ChatGPT, Bard ou bien d'autres. En tout cas, si on doit se replacer un petit peu dans le contexte, aujourd'hui, donc avec l'arrivée de ChatGPT il y a maintenant 1 an, et de bon nombre d'autres solutions d'IA, voilà, le sujet est sur toutes les lèvres. On voit beaucoup de solutions qui travaillent maintenant avec l'IA, de choses qui peuvent se faire. Et il y a énormément de perspectives qui sont possibles grâce à cette technologie. Mais le but aujourd'hui, ça va être aussi de voir les risques éventuels qu'il y a à utiliser l'intelligence artificielle, notamment dans la création de contenu et le SEO. En tout cas, ce qu'on voit généralement aujourd'hui, c'est que la dynamique économique est très forte sur ce sujet. Il y a déjà plus de 590 startups qui sont basées sur l'IA en France. Donc, c'est quand même assez important. Et ce secteur-là s'installe encore plus et se démocratise dans de nombreux secteurs. Donc, au-delà d'être simplement une startup basée sur l'IA, on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont aussi prendre le sujet en plus de leur autre expertise. Donc, si on parle en chiffres, aujourd'hui, on parle d'une croissance de 1400% qui est prévue dans les 7 prochaines années, donc ce qui augure pas mal de changements à venir. Et sur certains sondages qui ont été partagés
à des entreprises, on retrouve quand même un chiffre assez parlant. 83% des entreprises déclarent que l'IA est leur propriété pour les années à venir. Donc, on voit bien que ce n'est pas simplement un sujet de niche pour les experts, tout le monde s'en préoccupe, et on voit bien que le sujet est très, très demandé et très pris au sérieux, on va dire, par l'ensemble des acteurs sur le marché. Alors, forcément, on entend parler de l'IA. Nous, on va se focus un petit peu plus sur la production de contenu. Et c'est vrai que depuis que l'IA est arrivée dans certains outils, donc, notamment via le modèle ChatGPT et Bard, par exemple, ça a vraiment révolutionné la façon dont on crée le contenu. Une petite aparté aussi pour dire que voilà, ce n'est pas depuis ChatGPT que l'IA était dans des outils, ça y était déjà auparavant. Je peux citer par exemple SEMrush ou SEMJ, des outils qui utilisaient déjà l'IA pour vous permettre de vous aider à créer du contenu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment une démocratisation de l'IA et grâce à cet accès élargi à la technologie, on peut faire plus de choses et c'est à portée de tous. C'est surtout ça le point. Donc aujourd'hui, si on doit résumer ce que peut faire l'IA sur la création de contenu, il peut jouer plusieurs rôles. On vous donnera tout à l'heure des clés des astuces vraiment pratiques pour que vous puissiez le prendre en main. Mais aujourd'hui, globalement, l'IA peut jouer un rôle en tant que compagnon de brainstorming. Donc clairement, ça va être élargir sa vision du marché et des cibles. Voilà, vraiment se mettre en fait dans les bottes de l'utilisateur et pouvoir mieux personnaliser votre approche. Il y a toute une partie très intéressante, donc il peut servir de copywriter expérimenté pour produire du contenu de qualité en imitant par exemple le style et la tonalité que vous avez sur votre marque. Alors on y reviendra plus tard, c'est pas un freelance à part entière, hein, c'est un outil, mais en tout cas sur ce point-là, l'IA est assez forte. Et il peut jouer aussi le rôle de rédacteur SEO pour vous aider à optimiser la structure de vos contenus, pour vous améliorer leur visibilité et leur pertinence, et confronter un peu la production de votre contenu et est-ce que ça respecte bien les règles mises en place sur ce domaine qu'est le SEO. Donc, tout ça pour dire que l'IA, aujourd'hui, c'est plus simplement une option, c'est vraiment une ressource essentielle dont il faut s'équiper, se doter pour vous accompagner aujourd'hui sur la création de contenu. Et juste une petite précision là-dessus, quand on parle de ressources essentielles, c'est surtout parce que aujourd'hui, vos concurrents n'attendent pas pour aller sur ces sujets-là et pour prendre en main des outils qui peuvent leur permettre de gagner du temps. On le verra, hein, évidemment, l'IA ne résout pas tout et il ne faut absolument pas tout confier à l'IA. Mais c'est effectivement un moyen de gagner du temps et de pouvoir avancer plus vite et se concentrer sur d'autres sujets stratégiques. Pour compléter un petit peu sur cette première partie, on voulait aussi vous parler de 3 tendances qui vont arriver en 2024. Alors principalement des nouveautés liées à Google, mais comme aujourd'hui Google sur le marché de la recherche reste quand même le leader avec plus de 90% de part de marché, c'est difficile de passer à côté. Je vais revenir dessus sur la slide suivante, mais aujourd'hui, la recherche telle qu'on la connaît sur Google va complètement changer dans les mois à venir. C'est déjà lancé aux États-Unis, ça va arriver chez nous a priori au premier trimestre 2024. Et en fait, donc Bard, qui est l'IA de Google, va complètement changer la façon qu'on a de faire nos recherches sur Google. Aujourd'hui, on est habitué, on tape une requête, on a des résultats qui arrivent, il y a les questions, typiquement comme donc ce qu'on appelle les PAA, les People Also Ask, qui vont permettre justement d'étoffer un petit peu et de continuer à rechercher tout en restant sur Google. Et ça, c'est un détail sur lequel on reviendra, sans aller forcément sur les sites des éditeurs ou en tout cas les créateurs de contenu. Donc là, Bard, qui est donc l'IA de Google, va venir directement répondre à vos requêtes sur la page de résultats de recherche. Je vais vous le montrer juste après. La deuxième nouveauté qui va arriver en 2024, ça va être le modèle avec lequel Google valorise les contenus. Aujourd'hui, il y a un modèle qui est en place qui s'appelle le modèle EAT, donc qui est expertise, autorité et trust en anglais, donc fiabilité.
Ce sont 3 gros critères sur lesquels Google se base pour pouvoir positionner les contenus et évaluer la qualité des contenus. Et en fait, là, Google va rajouter un autre critère qui est l'expérience. Et en fait, aujourd'hui, le moteur de recherche, enfin demain plutôt, le moteur de recherche va aussi chercher à évaluer l'expérience qui est proposée par le site qui propose le contenu, en plus de son expertise, en plus de son autorité et de la fiabilité avec laquelle on peut considérer le contenu. Et l'alignement, évidemment, entre la requête de l'utilisateur et le contenu proposé sera toujours aussi crucial. Et puis, on va avoir aussi, donc ça c'est plutôt s'il y en a parmi vous qui utilisent les outils locaux de Google, on va avoir progressivement une disparition du pack local de Google. Donc par exemple, les pages Google My Business qui permettent d'afficher une présentation de son commerce ou de son entreprise, des horaires, des itinéraires, etc. Ces pages-là vont petit à petit être réduite en termes de visibilité dans les pages de résultats de recherche. Et donc, ça va avoir une incidence assez forte. Et ça, normalement, ça va arriver à partir du mois de mars 2024. Donc, pour les acteurs pour lesquels les packs locaux, ou en tout cas les outils locaux de Google étaient hyper importants et permettaient de bien se référencer et de bien pouvoir se donner de la visibilité, il va falloir redoubler d'efforts sur l'optimisation de ces contenus, aller se positionner sur des requêtes locales, donc en ajoutant tout simplement une localité sur le mot-clé qu'on cherche à viser, et puis avoir des données structurées aussi au sein même des contenus sur les localités, et puis après d'autres actions comme rester présent sur des annuaires locaux. Et donc, pour revenir sur le premier point que j'évoquais, donc comment la recherche va changer demain sur Google, Google a mis en place du coup cette nouvelle expérience qui est la Search Generative Experience et où en fait la page de recherche va aussi fonctionner un petit peu à la manière de ChatGPT. En fait, on lui pose une question et il va venir directement répondre. Mais pour répondre et pour proposer une expérience riche à ses utilisateurs, le moteur de Google et Bard, son IA, vont aller piocher tout simplement dans les contenus qui sont proposés par les sites. Ce qui fait que déjà aujourd'hui, on avait pu observer quelques baisses de trafic sur les pages, sur les sites, parce que justement, les gens avaient tendance à rester sur la page de résultats de recherche, parce qu'en fait, ils trouvaient leurs réponses directement sur la page de résultats de recherche. En fait, ce mécanisme-là et ce comportement-là vont être complètement exacerbés avec cette nouvelle façon de répondre aux requêtes des utilisateurs. Donc, pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Ça va vraiment avoir des impacts non négligeables sur la façon dont les éditeurs, et vous, demain, et nous aussi, en tant qu'agence, on va avoir de produire du contenu. Donc ça va être à la fois hyper intéressant côté utilisateur parce qu'en soi on va avoir la réponse hyper rapidement et on le voit déjà avec les PAA. Quand on cherche, je prends un exemple très trivial, mais quand on cherche une recette, limite on reste sur la page de résultats de recherche parce que on a notre réponse directement. Et là ça va être encore plus exacerbé. Et donc aujourd'hui ça soulève un certain nombre de craintes du côté des éditeurs et ces inquiétudes-là, à notre sens, elles sont complètement justifiées parce que on voyait déjà une réduction du trafic avec les PAA. Demain, si les utilisateurs ont de plus en plus de contenu et de plus en plus de réponses sur les pages de résultats de recherche, quel est l'intérêt pour eux d'aller sur le site qui propose ce contenu-là? Donc, potentiellement, ça va avoir des impacts assez lourds et assez forts sur le trafic que vous allez avoir demain si vous avez des blogs ou des contenus que vous proposez déjà à vos visiteurs et à vos cibles. Demain, ça aura potentiellement une importance et un impact assez fort sur le trafic organique que vous allez avoir sur votre site. Le deuxième point sur lequel on voulait revenir, c'était, en fait, Google propose un choix qui n'en est pas vraiment un pour les éditeurs. C'est-à-dire qu'on peut refuser de fournir le contenu à Google et de dire à Google, non, ton IA n'ira pas chercher de l'information sur mon site. Mais en fait, si vous faites ça, vous allez potentiellement laisser des places de marché et en tout cas des places importantes sur les résultats de recherche à vos concurrents. Et si vous acceptez, par contre, ça veut dire que le moteur de recherche pourra s'approprier vos contenus et du coup les diffuser directement sur la page de résultats de recherche en vous confisquant une part importante de votre trafic. Donc là-dessus, voilà, Google vous dit soit tu me donnes ton contenu, soit au final tu n'apparaîtras plus du tout sur les résultats de recherche. Donc là-dessus, assez compliqué quand même pour un éditeur de refuser. Et puis, on peut aussi essayer de le voir comme une nouvelle opportunité en se disant que si on accepte, on sera une source d'information
pour Bard, donc pour l'IA de Google, et que c'est peut-être ça le nouveau Graal, entre guillemets, et la nouvelle position zéro. En d'autres termes, les volumes de recherche qu'il y aura sur certaines requêtes resteront les mêmes, mais c'est juste que vous ne récupérerez pas autant de trafic qu'auparavant, parce que les internautes et les visiteurs resteront plutôt sur la page de résultats de recherche et auront moins tendance à aller sur le site web pour en savoir plus. Donc ça, voilà, c'était les petits points qu'on voulait mettre en exergue sur cette partie un petit peu actu, nouveauté, ce qui va arriver pour l'année prochaine. Je vois que vous avez commencé à poser des questions dans le chat. On y répondra évidemment à la fin de la présentation. Et je reparlerai un petit peu de ces éléments-là aussi dans la dernière partie du webinaire sur les retours d'expérience justement, et puis comment on envisage l'avenir et le SEO en 2024. Et je laisse la parole du coup à Laetitia sur les 5 astuces pratiques pour tirer le meilleur de l'IA dans votre stratégie SEO. Merci. Donc là, on va vraiment entrer dans le pratique pour vous donner aussi quelques clés pour utiliser l'intelligence artificielle dans votre métier, concrètement. Alors, toujours sur de la création de contenu. Et on va vraiment se concentrer sur ChatGPT, qui est aujourd'hui l'outil qui est le plus accessible, dans sa version gratuite en tout cas, et aussi sur lequel il y a beaucoup de documentation. Donc vous avez beaucoup d'idées de prompts. Alors juste en amont de ce que je vais expliquer, un prompt, c'est quoi? C'est une commande, la question finalement que vous allez poser au langage, donc à ChatGPT par exemple, et qui va l'aiguiller sur ce que vous désirez, sur la réponse que vous désirez. Et donc notamment, ChatGPT étant une solution très très utilisée, vous allez pouvoir retrouver une infinité de prompts sur Internet, et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur elle aujourd'hui. Donc une des premières idées pour agir, travailler sur votre stratégie SEO grâce à l'IA, ça va être de brainstormer, de trouver de nouvelles idées. Finalement, ChatGPT, c'est comme une extension, un membre de l'équipe ou une nouvelle source d'idées pour vous aider à trouver de nouvelles informations. Sur ce point-là, l'IA est quand même très forte, puisqu'en fait, elle va recueillir des recherches sur Internet. Donc finalement, c'est ce que vos cibles aussi recherchent sur Internet. Et si vous n'avez pas forcément l'expertise sur un sujet, ça va vous permettre d'ouvrir un petit peu votre vision et de ne pas vous arrêter seulement à votre expérience, parce que finalement, l'audience, il faut vraiment se mettre dans les bottes de votre audience pour pouvoir les cibler de manière personnalisée et pertinente. Donc concrètement, quand on pose, par exemple, là, l'idée, ce qu'on présente à l'écran, ça va être d'essayer de chercher les questions les plus posées par vos cibles. Donc j'ai pris un exemple sur l'expérience collaborateur, donc plutôt une thématique RH, qui peut être, par exemple, là, j'ai un site web qui est dédié, un blog dédié au contenu RH. Je veux aborder cette question de l'expérience collaborateur qui est un fort sujet. Et pour essayer d'augmenter un peu mon scope, de trouver de nouvelles idées, on peut par exemple proposer à ChatGPT de lister les 5 questions les plus posées sur l'expérience collaborateur. Donc, ce qui donne là des résultats. On a déjà plusieurs sujets qui sont proposés. Et l'idée, l'astuce que nous, on vous donne aujourd'hui, c'est d'opter pour des itérations successives avec des requêtes très simples. C'est-à-dire, on ne va pas aller directement, alors en tout cas pour cette idée de brainstorm, on ne va pas aller avec un très grand prompt, on peut aller question par question. D'accord, tu m'as donné 5 questions, on va le relancer. Donne-moi d'autres variations. Ok, restons sur la thématique de l'engagement des employés. Est-ce que tu peux me donner 5 sujets qui sont reliés? Donc l'idée, pour bien faire fonctionner l'IA, ça va vraiment être de procéder par étapes. Et ChatGPT excelle vraiment dans ce processus itératif, et ça vous permet vraiment d'avoir une diversité de contenu de manière assez efficace. Il y avait un deuxième exemple sur la précédente. Je ne sais pas s'il s'est affiché. On avance un peu. Ah, il n'y a pas l'animation. Mais en tout cas, si je le retrouve, vous pouvez également... je vais reprendre l'exemple que j'avais. Si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, vous pouvez quand même fournir un peu plus le prompt et donner, par exemple, à ChatGPT des indications sur l'objectif que vous avez.
sur les articles de blog que vous voulez rédiger. Est-ce que c'est pour informer? Est-ce que c'est pour aller, par exemple, sur le deuxième prompt que j'ai fait, j'ai donné l'information que je voulais avoir vraiment des articles très pratiques qui puissent donner voilà, des astuces, des retours d'expérience, des cas d'école. Donc ça, vous pouvez aussi l'insérer dans votre prompt pour aiguiller au mieux l'IA et avoir des réponses pertinentes par rapport à ce que vous voulez. Une deuxième idée pour utiliser l'IA, ça va être de trouver les mots-clés, le bon mot-clé, mais aussi, pourquoi pas, de développer des clusters thématiques. Donc, dans l'idée, c'est un petit peu la suite logique, enfin, en tout cas, quelque chose qui s'associe bien avec la première astuce que je viens de présenter. Ça va être d'élargir son scope, toujours, et de trouver des mots-clés associés pour pouvoir établir un cluster, je n'ai pas le mot en français. Un cocon. Un cocon sémantique qui va être cohérent et de pouvoir vous aider sur cette conception. Donc dans l'idée, ça va être par exemple, alors sur le premier exemple qui est à gauche par exemple, je vais lui demander de lister 10 mots-clés. Donc là, j'ai pris le sujet du gaming en France, donc du jeu vidéo. Et je lui demande voilà, des mots-clés qui pourraient être intéressants pour écrire des articles optimisés SEO. Donc, il va me proposer une certaine liste. Et toujours dans la même idée, je vais pouvoir proposer de proposer de nouvelles variations ou alors, si ça ne me convient pas, d'orienter différemment ma question. À droite, le deuxième exemple que vous pouvez utiliser, c'est d'abord de lui demander directement ou à la suite de la première question, par exemple, de créer des clusters, donc des cocons sémantiques, donc en regroupant à la fois les mots-clés que vous lui avez demandé et puis de pouvoir développer vraiment des cocons qui sont pertinents. Donc là, je reprenais l'expérience collaborateur, mais ce n'est qu'un exemple. Il est venu me créer voilà, un cocon sur le développement professionnel, un cocon dédié à l'équilibre travail-vie perso et vie pro, et un autre sur les reconnaissances, et il va vous redonner des idées de sujets à intégrer dans ce cocon. Donc voilà concrètement ce que vous pouvez faire. Alors là-dessus, 2 points de vigilance. Déjà, ce travail-là ne remplacera jamais le travail de recherche sur le volume de recherche des mots-clés. ChatGPT, aujourd'hui, si vous l'utilisez sur la version gratuite, qui est aujourd'hui la version 3.5, vous n'aurez que des données jusqu'à janvier 2022. Donc concrètement, ça veut dire que tout ce qu'il recherche, tous les mots-clés, les questions que se posent les gens, ça va être des infos récupérées d'Internet, mais jusqu'à 2022. Et on sait très bien que sur Internet, 1 an, voilà, on est déjà à plus d'1 an, mais 1 an de recherche, ça change beaucoup de choses. Donc il faut vraiment prendre avec des pincettes. Et cet outil n'est pas dédié à vous donner des volumes de recherche, la pertinence, si vos mots-clés, si vos concurrents sont positionnés dessus. Donc c'est vraiment une aide en fait pour vous permettre de construire vos cocos. Deuxième, c'est relié à ce que je viens de dire aussi, mais en fait cette recherche-là, ce que je veux vous dire, c'est que c'est préliminaire et il faut toujours le valider si vous avez des outils par exemple comme Undersuggest, SEMrush, WriterZen, il y en a vraiment plein, mais il faut vraiment le confirmer sur ces outils pour que ce soit pertinent, donc c'est vraiment un travail préliminaire, on va dire. Ah, débloqué. Ah si, c'est bon, c'est celui-là. Sur ce troisième cas pratique, on va retrouver finalement, c'est un petit peu le bout de la chaîne sur la production de contenu. Donc, on va s'aider de l'IA pour produire du contenu SEO friendly, donc qui soit pertinent pour le référencement naturel. Donc, ce qu'on va faire, on a obtenu des mots-clés pertinents, peut-être un titre dans nos cocons, et puis on va se concentrer sur un article. Et dans ce cas-là, on ne vous conseille absolument pas de déléguer toute la charge de travail de production à l'IA. Ce n'est pas ce qu'on veut. Elle le fera bien, mais pas de manière parfaite. Et vous vous exposez, si demain votre concurrent demande la même requête à ChatGPT, vous aurez 2 articles qui seront quand même assez similaires. Donc là, on veut vraiment s'en servir pour pouvoir avoir des clés, différentes variantes, avoir un plan d'article éventuellement. Toujours à confirmer sur des outils ou vos propres recherches, parce que ChatGPT ne vous remplace pas
Et pour l'instant, on est loin de ça d'ailleurs. Voilà, on ne remplace pas des experts par ChatGPT. Donc voilà, c'est vraiment de l'aide. Donc sur ce point-là, l'astuce que je peux donner, c'est de travailler sur un même chat pour un même sujet. Donc vous avez, quand vous utilisez ChatGPT, vous pouvez avoir plusieurs chats, c'est plusieurs espaces où vous posez des questions, tout simplement. Et pour être vraiment pertinent sur un même sujet, conserver le même chat, ça veut dire conserver votre historique de questions. Vous allez l'entraîner, lui dire, bah non, ça ne m'intéresse pas comme thématique, ça oui. Et en fait, vous l'entraînez à vous donner les réponses les plus pertinentes et puis à l'aiguiller sur vos questions. Et vos spécificités. Spécificités métiers, exactement. Et puis, éviter de reposer tout le temps les mêmes questions dans le prompt, en fait. Donc, c'est comme une discussion que vous avez avec la personne. Et en fait, si je peux donner une image, une question à ChatGPT, un chat sur ChatGPT, c'est comme briefer quelqu'un, un humain en réel. Plus vous donnez d'infos, plus vous l'aiguillez en disant bah non, ça m'intéresse pas, et plus la réponse que vous aurez en face sera pertinente. Donc c'est vraiment la même logique. Oui, il faut le nourrir en fait, hein. Il faut lui donner à manger, et plus vous allez lui donner d'entrant, plus sa capacité à être dans les clous de ce que vous attendez sera importante, quoi. Alors, sur ces 2 derniers exemples, on a voulu plus aller sur de l'audit. Par exemple, si vous êtes chargé de marketing chez l'annonceur et que vous n'avez pas forcément cette expertise SEO, vous voulez entamer au moins des optimisations sur un blog, par exemple, ça peut être un DALL-E pour vous aider à auditer le contenu et le perfectionner. Alors, toujours pareil, ça ne remplacera jamais un expert, mais en tout cas, ça peut vous aider en première intention. Donc, par exemple, ça peut être de l'audit de contenu. J'espère que c'est pas trop petit pour vous, mais en gros, là, on est sur des prompts un peu plus élaborés quand même. Et on va parler notamment à l'IA, lui donner un rôle. Ça fonctionne en général très, très bien. C'est-à-dire que si je sors du marketing, de la création de contenu, je vais pouvoir lui dire, tu es un expert en développement, aide-moi à écrire du code HTML. Donc là, on va utiliser la même logique et lui donner des rôles. Donc par exemple, tu es un expert SEO, tu es un rédacteur web, ou dans cet exemple, je suis allée beaucoup plus loin. Je lui ai demandé d'agir comme un Google Quality Writer. Donc c'est des gens chez Google qui vont être en charge d'auditer le contenu, de définir un peu les nouvelles règles, etc. Et je vais lui demander d'utiliser aussi la technique dont tu parlais tout à l'heure, Naïma, qui est le AT ou le AT, et qui va permettre en fait de donner des clés à ChatGPT, de lui dire « Ok, tu audites mon contenu, mais essaye de faire attention à ces points-là, et fais-moi des retours sur chacun. » Par exemple, là, je suis allée sur un article qui est sur notre blog qui parle du DSA, Digital Service Act. Je lui ai donné le titre, je lui ai donné l'ensemble de l'article et je lui ai dit, point par point, donne-moi des infos. Et donc, ça me permet de concentrer vraiment les retours, parce que ça peut partir aussi un peu n'importe comment, les réponses. Donc là, au moins, vous vous assurez d'avoir des réponses qui sont assez construites. Voilà sur cette astuce-là. Et enfin, donc là, on est toujours sur l'audit de contenu, mais vous pouvez aussi choisir de vous concentrer sur les balises méta-titres et méta-description. Donc là, on est toujours vraiment dans une thématique SEO. Donc l'idée, ça va être de mobiliser la force de l'IA pour inspecter vos balises méta-title et méta-description, et donc soit proposer des variations, soit vous aider à les écrire, les améliorer si elles sont déjà en place. Et donc concrètement, l'astuce que je vous donne, c'est vraiment de spécifier vos attentes toujours à l'IA. Par exemple, on sait qu'une balise méta-description, c'est maximum 160 caractères. Incluez-le toujours dans les prompts, parce que parfois, il ne faut pas prendre vraiment toutes les réponses de ChatGPT, il faut les prendre vraiment avec des pincettes. Et même si vous lui dites max 160, il est possible qu'il ne respecte pas. Alors, on peut le relancer, lui dire attends, tu n'as pas fait ce que je demandais, mets-moi vraiment 160 caractères. Mais on peut voir que dans certains cas, ce n'est pas respecté. Donc, au plus vous allez border la demande, dire voilà, tu es un expert SEO, tu es un rédacteur web,
tu veux auditer les balises titres et description de cet article, je dois avoir maximum tant de caractères, fais-moi des retours, propose-moi des variations. Donc ça marche très très bien pour voir. C'est assez compliqué quand même d'avoir des bonnes balises qui peuvent résumer tout un texte. Donc ça peut vous aider à avoir des tournures de phrases, à changer un petit peu le vocabulaire et à bien intégrer le mot-clé dans ces balises. Bon, même si demain, on ne sait pas trop ce que deviendront les métadescriptions avec la nouvelle expérience de recherche de Google. Mais en tout cas, ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Pour finir, on voulait revenir avec vous sur quelques retours d'expérience. Laetitia en a parlé un petit peu, mais la production de contenu, c'est un sujet quand même qui reste un petit peu sensible avec l'IA. Nous, notre réponse sur ça, c'est oui, mais pas n'importe comment. Je pense que vous l'avez compris dans les astuces que Laetitia vient de vous présenter, mais l'IA ne peut pas tout faire toute seule, et dans tous les cas, l'IA n'aura jamais votre expertise métier. Même si vous utilisez des outils payants ou ChatGPT dans sa version payante et la plus actualisée, c'est bien pour défricher le terrain, c'est bien pour vous faire avancer, pour vous faire gagner du temps. Mais par contre, c'est votre expertise métier qui va vraiment apporter une plus-value à votre lecteur. Et ce que vous cherchez à faire aussi à travers votre contenu, c'est pas simplement de donner des définitions et d'avoir des articles purement informationnels, c'est aussi de pouvoir engager vos lecteurs et de pouvoir engager vos cibles un petit peu plus loin dans le tunnel d'achat et du coup les faire évoluer, les faire mûrir et leur apporter une vraie valeur. Et ça, c'est vous qui pouvez le faire. Et dans le troisième point, j'évoque le fait que si l'IA aujourd'hui vous permet de gagner du temps, ce temps-là, en fait, il faut que vous puissiez le mettre à profit pour aller chercher des retours terrain, des verbatims, des éléments de réassurance qui vont vous permettre de faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut créer du contenu optimisé SEO grâce à l'IA. Pour le coup, là-dessus, on ne revient pas sur ça. Mais par contre, savoir sur quelle thématique il va falloir rédiger du contenu, savoir comment il faut vous adresser à votre lecteur, savoir avec quel ton, savoir comment il faut lui apporter les réponses, ça, c'est vous, votre expertise, vos commerciaux, vos responsables marketing qui ont cette donnée-là. Donc, aujourd'hui, la connaissance de ces problématiques, ça reste, alors je l'ai mis pour le moment parce qu'effectivement, l'année prochaine, il va se passer plein de choses et on ne sait pas encore comment ça va évoluer, mais aujourd'hui, ça reste un véritable facteur de différenciation et ça, il faut que ça reste votre maîtrise à vous et ce n'est pas quelque chose qui est délégable à l'IA. Et aujourd'hui, les outils en version payante vous permettent d'aller encore plus loin et de gagner encore plus de temps, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur déléguer, pour le coup. Donc ça, c'est un petit peu nos constats sur la production de contenu, ce qu'on a vu évoluer cette année, et on va voir aussi et continuer de suivre ce qui se passe l'année prochaine pour voir dans quelle direction ça part. Alors, pour finir, on voulait revenir sur 4 conseils pour penser le SEO de demain. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, potentiellement qui vont avoir des impacts assez forts sur la façon dont on va envisager le SEA l'année prochaine. Là, aujourd'hui, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de se dire cette expertise que vous avez au sein de votre entreprise et votre connaissance client, c'est votre meilleur atout pour pouvoir vous différencier. Et du coup, il va falloir créer davantage de contenu qu'on appelle milieu ou bas de funnel, donc du contenu pas purement informatif, parce que demain, en fait, Bard, l'IA de Google, créera quasiment lui-même ce contenu-là, en fait. Quand on va poser une question du type qu'est-ce que le SEO, par exemple, en fait, ça, c'est Bard qui le fera, ça sert, entre guillemets, plus à rien de faire du contenu là-dessus. Par contre, d'aller faire un contenu beaucoup plus ciblé, en quoi le SEO peut m'aider à acquérir de nouveaux clients, en quoi le SEO peut m'aider dans la notoriété de mon entreprise, comment je peux me faire accompagner pour faire du SEO, ça, c'est des questions sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner. Et donc, ces questions-là, il faudra aussi les garder en tête quand vous allez créer du contenu, parce que c'est avec les questions qui sont aujourd'hui qui apparaissent sur les pages de résultats de recherche, donc les fameuses PA qu'on évoquait en début de webinaire, il faut continuer d'enrichir vos contenus en vous basant sur ces PA. Un autre point aussi, avant de vous lancer dans la rédaction d'un contenu, quand vous allez commencer à faire vos cocons sémantiques ou votre planning éditorial, demain, quand SGE sera présent, si vous voyez qu'une box SGE est présente sur la requête sur laquelle vous souhaitez vous positionner, moi, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose d'aller créer du contenu là-dessus, parce que dans tous les cas, il y aura Bard et il y aura une réponse qui sera apportée directement par Google. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout aller se positionner sur cette thématique-là, et du coup, vous pouvez très bien créer un contenu sur un mot-clé connexe ou plus longue traîne ou localisé.
ce sera un petit peu la seule alternative qu'il y aura quand il y aura du contenu qui sera déjà produit nativement par l'IA de Google. Enfin, le dernier conseil, mais ça c'est valable pour tous les sujets du marketing, c'est de rester flexible. Là, on vous a donné pas mal de billes, pas mal d'infos sur ce qui va arriver l'année prochaine. Mais même nous, on ne sait pas. Autant, mois de juin de l'année prochaine, il y a un nouveau truc qui va sortir et ça va complètement changer encore notre façon de voir les choses. Donc, il faut rester flexible, il faut savoir planifier, c'est hyper important, mais il faut pouvoir s'adapter et changer de fusil d'épaule assez rapidement. Et ça reste indispensable sur le SEO, mais aussi sur les autres sujets marketing et donc sur les autres points de votre stratégie marketing. Le mot de la fin, l'IA, effectivement, comme on l'a vu, fait beaucoup de choses, peut permettre d'avancer pas mal de sujets. Nous, la combinaison gagnante qu'on voit, c'est effectivement d'utiliser l'IA. On a des clients qui utilisent l'IA et qui font appel à nous plutôt pour l'aspect stratégique et l'aspect veille aussi, parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Nous, ça fait partie de notre quotidien, donc on fait cette veille-là et on s'informe sur les nouveautés qui arrivent. Le fait de coupler à la fois la puissance de l'IA à la connaissance et à l'expertise d'un consultant SEO, aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça fonctionne et ce qui fait que nos clients restent à jour et produisent du contenu qui est optimisé et qui est pensé aussi pour demain. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin. Un dernier mot aussi, je vais y revenir rapidement, mais sur la façon, les manières et les prestations qu'on peut vous proposer pour avancer, que ce soit en conseil, en stratégie, sur de l'audit, sur de la recherche utilisateur. Au niveau studio, du coup, sur tout ce qui va être prototypage et la conception de design system. Sur la production technique, avec des développeurs côté Symfony et aussi sur des CMS comme Drupal ou HubSpot CMS. Et puis à notre niveau, là aujourd'hui, ce qui paraît le plus cohérent, c'est effectivement de vous présenter un petit peu plus nos services SEO et content, mais on vous accompagne aussi sur d'autres sujets de web performance ou encore de webmastering. Avant de répondre à vos questions, un dernier mot sur nos prochains webinars. On est parti sur pas vraiment une série, mais en tout cas, il y a un prochain webinar qui arrive le 21 décembre, juste avant les fêtes, sur l'IA au service de l'UX design de votre site. Parce que là aussi, il y a des impacts, évidemment. Pour les quelques minutes qui nous restent, du coup, je vous invite à n'hésitez pas dans le chat si vous voulez rajouter d'autres questions. Moi, je vais remonter un petit peu le fil de la conversation et vous répondre et répondre aux questions que vous avez posées. Donc Nathalie qui demandait qu'est-ce que Bard, donc on l'a dit, hein, mais c'est donc le moteur d'intelligence artificielle de Google. Christian qui nous demandait, j'ai entendu dire que Google repérait les contenus générés par l'IA et les sous-scorait, info ou intox. Plutôt intox, entre guillemets, dans le sens où Google va lui aussi produire du contenu généré par IA. Aujourd'hui, en mettant les bons prompts et en donnant les bonnes consignes à l'IA, on peut quand même arriver à faire quelque chose de plutôt original comme contenu. Là où il faut quand même rester vigilant, et ça c'est valable à la fois pour du contenu généré par IA et du contenu écrit par des rédacteurs, c'est de toujours faire un check de plagiat pour essayer de faire en sorte que votre contenu soit le plus original possible et ne soit pas un agrégat de plein de bouts de phrases qui viennent à droite et à gauche. Et je dirais même que c'est plutôt aussi, en tout cas c'est l'inverse, c'est que Google va récompenser vraiment les articles qui iront plus loin. Il y a aussi une clé pour vous, c'est que plus la recherche va être aiguillée par les IA, plus les contenus à forte valeur ajoutée, les contenus qui iront vraiment plus loin dans la réflexion seront aussi valorisés par les utilisateurs et par Google. Et ça, il faut bien le prendre en compte même pour des contenus génériques, c'est que avant tout, Google va valoriser les personnes qui vont bien répondre à la requête, à l'intention de l'utilisateur. Donc ça, dans tous les cas, c'est ce qui est valorisé. Cédric qui nous demande qu'est-ce que vous entendez par expérience d'un site. Alors on n'a pas encore tous les détails des critères qui sont pris en compte par Google, mais ce qu'on peut imaginer, c'est effectivement la lisibilité, l'accessibilité du site, et puis la facilité de lecture et de navigation aussi qui permettront à l'utilisateur de profiter d'une expérience en fait qui soit la plus fluide possible. Mais pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de détails là-dessus. Mais on continuera d'explorer ces pistes-là. Xavier qui nous demandait pourquoi vous parlez de réglementation concernant le local pack. En fait, le pack local ou Google Business Profile, ça existe maintenant depuis plusieurs années.
Aujourd'hui, il y a plusieurs sujets là-dessus. Il y a le fait qu'il y a des soucis de conformité par rapport à la récolte des avis clients sur Google My Business. Et il y a du coup un conflit entre l'Union européenne et Google, et puis plus globalement les GAFAM en général, sur la récolte de ces avis clients et la façon dont ils sont diffusés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, petit à petit, le local pack va être réduit, voire va peut-être disparaître. Enfin bon, il y a différents sons de cloche au niveau des articles et des infos qu'on a pu glaner, mais a priori, en tout cas, ce qui est le plus plausible, c'est qu'à partir de mars, ça disparaisse ou ce soit en tout cas fortement réduit. On se dirige, une question de David, on se dirige donc vers le zéro clic. Tous les secteurs sont-ils potentiellement concernés? Oui, je crois qu'il y avait Xavier aussi qui avait des études qui montraient qu'il y aurait une baisse potentielle de, alors là on n'est même plus sur une fourchette, mais entre 16 et 64%. Oui, il va y avoir une forte baisse de clics. Enfin, ça, aujourd'hui, c'est difficile de la quantifier, mais il va y avoir une très forte baisse. Ce que disait Laetitia, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va être de plus en plus valorisé, et petit à petit, les utilisateurs vont, j'espère, se tourner plus vers ça, c'est de ne pas forcément aller se positionner ou produire du contenu sur des requêtes purement informationnelles, mais d'aller se positionner sur des requêtes peut-être plus niches, plus longue traîne, pour pouvoir apporter vraiment de la valeur à vos utilisateurs. Christian qui nous demande quels sont les outils spécifiques pour valider les champs sémantiques. Alors, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de définir un cocon sémantique. Cocon sémantique, juste pour le principe, c'est une page pilier, donc vraiment un vrai guide, une page dans laquelle on va retrouver énormément d'infos sur un sujet donné et plusieurs types de contenus qui vont venir graviter autour, que ce soit des articles de blog, des ressources, des pages produits et autres, mais tout sur une même thématique et avec du maillage du coup qui est fait. Donc des liens internes qui sont faits entre la page pilier et les articles connexes. Aujourd'hui, alors pour valider les champs sémantiques, j'ai envie de dire c'est plutôt du ressort de vos équipes ou des équipes de votre agence ou pour valider la pertinence d'un cocon sémantique. Par contre, pour aller créer ce cocon et pour aller chercher de l'info et les requêtes sur lesquelles vous allez pouvoir positionner votre cocon, ça, vous avez plein d'outils. Laetitia l'a montré, on peut le faire avec ChatGPT. Il y a des outils comme SEMrush, comme WriterZen, comme Ubersuggest, dont on a parlé aussi, qui permettent de faire de la recherche par ce qu'ils appellent de la topic research. Donc, du coup, on peut aller voir un petit peu quelles sont les requêtes, quelles sont les questions les plus posées sur tel ou tel sujet et surtout quels sont les éditeurs ou en tout cas les liens aujourd'hui qui sont positionnés sur ces requêtes-là. Donc, vous pouvez vous aider d'outils pour constituer votre cocon. La validation, à mon sens, c'est plutôt côté métier, quoi. Franck, selon vous, quel est le meilleur outil SEO? Ça dépend pourquoi. Le meilleur outil SEO, nous, à titre, au niveau de notre agence, on utilise beaucoup SEMrush. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi Ahref, qui a aussi des fonctionnalités similaires. On utilise WriterZen aussi, qui est un outil qui nous permet d'avancer un petit peu plus sur les sujets d'IA. Il y a pour de l'optimisation SEO, il y a SEMJ qui est très bien. Après, il y a des outils pour de l'échange de liens comme SEMjuice. Enfin, il y a pas mal des outils SEO sur le marché, il y en a beaucoup. Je pense que ça pourrait être intéressant d'ailleurs, peut-être en futures ressources à produire, de faire un benchmark sur ces outils SEO pour vous aider aussi à vous repérer dans la jungle des logiciels qui existent aujourd'hui, même s'il en existe pléthore et même à titre perso, moi je ne les utilise évidemment pas tous, mais ça pourrait être intéressant, effectivement. Nathalie qui nous demande quel est globalement le pourcentage de modifications lorsqu'on demande à ChatGPT de rédiger un article. Je ne sais pas si c'est quantifié. Il y a peut-être des études qui en parlent. Là, en tout cas, moi, je n'ai pas le chiffre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, plus on vient le nourrir, plus on reste dans le même chat sur le même type de demande, plus les réponses vont être modifiées et adaptées par rapport à ce qu'on demande. Et puis, ça dépend aussi de votre demande, parce que finalement, si vous voulez réécrire un article totalement en changeant le ton, etc., ça va énormément le changer. Si votre article est bien structuré, qu'il n'y a pas trop de changements, il ne va pas trop en faire. Bon, je n'ai pas de chiffres en tout cas là-dessus, mais ça dépend aussi tellement de la demande en amont que c'est assez variable. Une question aussi de Valentin. Google peut-il repérer du contenu rédigé via ChatGPT? Ne risque-t-il pas de pénaliser les sites qui le font? On y a un petit peu répondu tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'il faut valoriser davantage, c'est l'originalité du contenu et donc surtout s'assurer que le contenu ne fait pas de plagiat et ne copie-colle pas des grands passages de texte d'autres articles.
La partie Aymeric qui nous demande, je n'ai pas bien compris la partie sur l'étude de cas avec des exemples. C'était plutôt pour vous donner des exemples concrets, des constats et des retours d'expérience par rapport au sujet de l'IA et du SEO. Est-il possible de revenir dessus avec juste un résumé? Alors, juste pour résumer, l'idée, c'était de dire que la production de contenu, oui, mais pas n'importe comment. Donc là où il va falloir être le plus vigilant, c'est surtout à produire du contenu qui ait une vraie valeur ajoutée pour vos utilisateurs, pour vous démarquer justement de ce que l'IA pourrait produire, parce que l'IA ne pourra pas avoir cette vision métier, ne pourra pas avoir cette vision sur les problématiques métiers de vos cibles. Et puis, sur l'autre partie, le retour d'expérience qu'on faisait, c'était de vous dire qu'il faut savoir rester flexible, qu'il faut continuer d'enrichir vos contenus avec des questions qui sont posées sur Google. Et demain, quand la SGE sera disponible en France, ne pas forcément aller se positionner sur des contenus, enfin en tout cas des requêtes sur lesquelles apparaissent une SGE box, enfin sur laquelle Bard, en fait, l'IA de Google viendra déjà apporter une réponse. Et Jean-Baptiste qui nous demande une dernière question. Est-ce qu'il y a une limite en termes d'historique au niveau de ChatGPT, au niveau contextuel? Alors, je crois que tu l'as mentionné tout à l'heure. Alors, si c'est l'historique de données que contient ChatGPT, c'est jusqu'à janvier 2022 en version gratuite. Ouais. Après, une limite en termes d'historique au niveau des chats. Moi, j'ai pas remarqué qu'il y ait suppression de chat après une certaine durée. Je ne sais pas si c'est votre question dans le chat en lui-même ou le nombre de chats, pardon. Mais pour vous donner une idée, comme je n'ai pas vraiment de chiffres, mais en tout cas, moi, à titre d'exemple, j'ai plus d'une vingtaine de chats dédiés. Et ensuite, dedans, j'ai vraiment beaucoup de demandes sur des mois et des mois. Il existe sûrement, je pense, une limitation. C'est possible. Il y a des enjeux de stockage. Enfin, là, après, voilà. Si on veut faire une petite parenthèse environnementale, oui, alors le ChatGPT, c'est clairement pas un outil respectueux de l'environnement. C'est très, très consommateur de ressources. C'est pour ça qu'il faut quand même l'utiliser avec parcimonie. Il y a quand même d'autres outils aujourd'hui qui permettent de faire ces recherches-là. Ça peut permettre de défricher le terrain, mais faut pas non plus se servir que de ça, quoi. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'on a un petit peu débordé. On était à 45 minutes, il me semble. Donc, n'hésitez pas, soit si vous avez d'autres questions, à nous recontacter. Hein. Évidemment, on est disponible aussi. Vous aurez, après ce webinaire, du coup, accès au replay et au support. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire pour d'autres webinaires. On en fait quand même assez régulièrement, que ce soit sur des sujets de développement, de marketing, de design ou encore de transformation digitale. J'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu. Merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie aussi d'aller faire des recherches sur ces sujets-là. En tout cas, on était ravis d'être avec vous. Merci pour toutes vos questions et pour votre participation. Et puis, on espère vous revoir très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.